Manuel Ravier, donc le cofondateur d'investissementlocatif.com, est avec nous en plateau avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Manuel Ravier. Bonjour et merci de l'invitation. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Alors, l'investissement locatif n'est plus un sujet à définir pour un certain nombre de Français. L'immobilier est l'investissement préféré des Français. Chaque année, des milliers de Français misent sur l'investissement locatif afin de se créer un patrimoine ou de bénéficier de revenus complémentaires à la retraite. J'irais même jusqu'à dire que l'immobilier, c'est le premier investissement des Français. C'est celui qu'on fait en priorité. En revanche, il y a un certain nombre de questions qui se posent. On voit les taux d'intérêt quand on est particulier qui commencent à augmenter. On se pose la question sur le niveau des prix. On se pose la question sur les travaux qu'on va devoir faire dans les biens qu'on achète, puisqu'il va falloir les rénover pour éviter que ces biens restent des passoires énergétiques. Alors, j'imagine votre réponse, mais je vous la pose quand même, Manuel Ravier. Est-ce que c'est toujours judicieux d'investir dans l'immobilier locatif en 2022, Manuel Ravier ? Alors oui, évidemment, c'est toujours judicieux. Déjà parce que les Français comprennent ce type d'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres classes d'actifs. Quand on parle d'investissement en bourse, ça peut être un petit peu plus compliqué. On voit qu'on se retrouve face à parfois en bourse à des fonds d'investissement, donc le jeu peut être biaisé. Alors que l'immobilier, c'est tangible et c'est ce qui plaît aux Français. D'accord. C'est quelque chose qu'on comprend parce qu'on a tous besoin de se loger. Donc acheter un bien et le mettre en location, finalement, ça semble en tout cas assez facile. Mais alors, on le comprend. En revanche, le sujet, par exemple, calendrier d'interdiction locative d'un certain nombre de passoires énergétiques avec progressivement des biens qui ne pourront plus être mis en location, ça s'adresse à quelqu'un qui doit s'intéresser un petit peu plus au sujet immobilier et transition énergétique. Est-ce que c'est pas de nature à angoisser un certain nombre d'investisseurs ? Alors là, vous avez raison, c'est que c'est quelque chose à la base facile, mais qui se complexifie. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des nouvelles lois en permanence sur le marché immobilier, et c'est un marché qui se professionnalise. C'est-à-dire que vous avez les permis de louer, vous avez les encadrements de loyer, vous avez les nouveaux DPE. Maintenant, on voit qu'on a des nouvelles normes sur la partie financement. Bien Donc, sûr. c'est toujours possible d'investir, mais c'est peut-être plus compliqué qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, en tout cas dans la lisibilité des nouvelles normes. Mais ça reste quand même quelque chose de faisable, en s'enseignant, en se documentant et en étant bien accompagné. Alors le plafonnement des loyers, je laisserai peut-être Sylvain en parler. En revanche, sur la partie financement, donc on voit effectivement les taux de crédit immobilier remonter et on voit surtout ces normes HCSF que les banques doivent appliquer, notamment, qui vérifient un petit peu ce qu'on a le droit d'investir, combien on a le droit d'investir en fonction de son patrimoine. Est-ce que là, ça peut venir mettre un coup de frein à l'investissement locatif ? Est-ce que du coup, le fait d'investir plus sainement fait qu'il y a moins d'investisseurs potentiellement sur le marché aujourd'hui ? Alors déjà, la logique de cette loi de financement, elle n'est pas forcément, c'est pas une loi, mais la logique de ces nouvelles normes, en tout cas en matière de financement, c'est de sécuriser finalement la dette privée, donc liée à l'immobilier. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Je rappelle qu'on ne peut pas emprunter plus de 33% de son de niveau d'endettement et on peut passer à 35% si on a un très bon dossier à l'appréciation de la banque, mais donc globalement pour une personne lambda, c'est 33%. Alors il est possible de déroger, mais effectivement la possibilité de dérogation, c'est surtout pour des dossiers en résidence principale. Donc le conseil que nous on va donner, c'est peut-être de commencer par faire du locatif. On en parlait juste avant en plateau. Peut-être de commencer par du locatif et ensuite acheter sa résidence principale. Ah d'accord, vous iriez à l'inverse. Clairement. Moi, c'est ce que j'ai toujours conseillé, puisque pour les banques, c'est beaucoup plus facile de financer une résidence principale et elles vont même vous encourager à acheter votre résidence principale. Pour l'anecdote, je suis aussi investisseur à titre particulier, à titre personnel, et j'avais déjà beaucoup de dettes, donc avant le HCSF. Et un jour, je suis allé voir la banque pour emprunter pour un nouvel immeuble locatif. Et la banque m'a dit, mais Emmanuel, achetez votre résidence principale. Et ça, c'était avant les normes HCSF. Mais quand je leur ai dit, mais j'ai déjà beaucoup de dettes, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, là, c'est différent. Pour la résidence principale, on vous suit. Pourquoi ? Parce que la banque y trouve son compte, elle sait que vous allez être un client fidèle, que vous allez devoir domicilier vos revenus, et donc ça va être une relation gagnant-gagnant, ce qui est un peu moins évident sur du locatif. Donc ça veut dire que c'est plus négociable quand on est sur une résidence principale, clairement. C'est ce que vous nous dites ? D'accord. Bon, après, évidemment, on n'encourage pas les gens à s'endetter beaucoup, comme vous venez de nous le dire. En revanche, Sylvain, je vous voyais acquiescer également. Alors oui, Nicolas. On commence par un investissement locatif pour vous. Alors l'investissement locatif, Nicolas, c'est la dent creuse de tous les gouvernements depuis 1980. Exactement le même chiffre. Parce que on observe notamment une inflation normative et réglementaire comme jamais finalement on a vu. On a même l'impression que les propriétaires et investisseurs sont les plus mis à mal dans les assiettes fiscales. Et pourtant, les Français ont inventé le droit de propriété. Si je vous dis liberté, égalité, vous répondez ? Propriété.
propriété, bravo. Moi, j'aurais répondu fraternité. Mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, c'était liberté, égalité, propriété dans les 4 premières années de la Révolution, puisqu'effectivement, c'est en 1792 que le mot fraternité a remplacé le mot propriété. Donc, les Français aiment la propriété, ça, c'est très clair. Mais justement, vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé, Amélie de Montchalin est ministre de la Cohésion des Territoires, et le bras logement va dépendre d'elle, sauf que aucun secrétaire d'État n'a été nommé et que dans ce gouvernement de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, aucun ministère de plein exercice du logement n'a été créé. La deuxième information que je voulais vous donner, comme vous le savez, Jean-Yves Manot, le président de la CLCV, était reçu par Bruno Le Maire, qui se déclare être très attentif à un gel de l'IRL, l'indice de référence des loyers. Quand on voit le montant de l'inflation, c'est pas neutre pour les propriétaires, et envisage même son gel. À l'instar de ce que disait Nicolas sur la rénovation énergétique qui concerne plus de 5 millions de passoires énergétiques, ne risque-t-on pas, Manuel Rabier, un désinvestissement dans l'immobilier ? En fait, je prendrais la question à l'envers. La question, c'est aujourd'hui, on voit qu'on a un décalage de l'âge de départ à la retraite, qu'on ne sait pas comment on va financer les futures pensions de retraite. Donc la vraie question, c'est plutôt, je commencerai en disant, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux gens qui veulent préparer leur avenir, celui de leur famille, peut-être aussi faire fonctionner un espèce d'ascenseur social, puisque nous, on le voit, et on le voit beaucoup avec nos clients, ça fait 10 ans qu'on fait ça. J'ai pas peur, je suis fier d'ailleurs de le dire, on a des gens qui se sont enrichis, alors ça peut être un gros mot pour beaucoup de Français, pas pour nous, mais qui se sont enrichis au service de leur famille, au service de leur retraite, et qui, en fait, pendant toutes ces années-là, ont pris des risques. Mais quand on qualifie justement ces personnes qui se sont enrichies, vous savez, sans cause, c'est ce qu'on dit en fait, c'est concrètement. C'est là que je sais pas. Mais justement, vous le savez, Emmanuel Rabier. Emmanuel Macron dit, dans la première année de son quinquennat, on parle de rente immobilière. Absolument. On parle de situation de rente qui se transmet de génération en génération. Donc on dit finalement que l'investissement dans l'immobilier est un enrichissement sans cause. C'est faux ? C'est totalement faux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on déplore, nous, c'est qu'on a un président, et je le déplore, peut-être si jamais il tombe sur cette émission, il devrait s'intéresser plus à l'immobilier, puisque l'immobilier répond à un besoin. On voit qu'on a un déficit de logement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en fait chez Investissement Locatif ? On a des gens qui empruntent de l'argent, qui font des démarches, qui travaillent en fait pour rendre des logements à nouveau louables, dans d'excellentes conditions pour des locataires. Donc on amène en fait un service sur le marché et on permet à des gens de se loger. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de négatif et on n'est pas dans la rente absolue puisqu'il y a une démarche entrepreneuriale. Il faut faire des démarches, il faut mouiller le maillot, entre guillemets, pour arriver à aujourd'hui à avoir un bien et à le rénover et à le mettre dans de bonnes conditions. Si je vous suis, si je vous écoute, les investisseurs immobiliers tiennent plus de l'entrepreneuriat domestique qu'autre chose. Alors, vous avez, est-ce que le chiffre, vous êtes d'accord sur le chiffre que 62% des occupants du parc locatif privé français sont éligibles au logement social ? Oui, c'est un peu le problème en France, c'est qu'on a un parc de logements sociaux qui est très développé. Donc, je ne le dis pas pour lancer une polémique. Moi, je trouve que c'est dommage que ce soit autant développé parce que ça veut justement, pardonnez-moi, il n'est pas assez développé puisque les 2/3 des occupants du parc locatif privé pourraient aller dans le logement social. C'est peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'offre. C'est parce qu'il n'y a pas d'offre dans le logement social qui vont dans le parc privé. Donc le parc privé et les investisseurs que vous représentez jouent un rôle sociétal éminent dans la cité. Ils jouent un rôle sociétal. Après, bon là, on lance un autre débat qui est plus un débat politique. Est-ce que le rôle d'un État, c'est de faire du logement social et de loger presque une partie des Français qui est aussi importante? Chacun a sa réponse. Et là, on est sur un débat philosophique, politique. Et intéressant. À mon sens, c'est pas le cas. C'est pas son rôle. Alors, je vous propose de revenir sur l'investissement locatif, puisque si on regarde le contexte de marché, notamment les prix de l'immobilier à l'achat, non pas à la location, mais à l'achat, ont largement augmenté l'année 2021. On parle d'année record en matière de transactions, mais en matière de prix. Pas à Paris, mais dans toutes les grandes villes de province. Alors, on peut l'expliquer par plein de raisons, par des exodes urbains ou autres. On n'est pas là pour revenir sur les raisons. On peut en revanche se poser la question de la rentabilité d'un investissement locatif dans un marché où les prix à l'achat augmentent. Est-ce que du coup, ça rend le marché plus compliqué et est-ce qu'il y a quand même des opportunités selon vous dans certaines villes ? Et lesquelles ? Oui, on veut savoir. Voilà, parce qu'avec Nicolas, on a choisi d'investir dans les villes de France. On voudrait savoir lesquelles grâce à vous. Ok. Alors la première chose, c'est que je le disais sur la professionnalisation des bailleurs, et en fait, nous, on le constate depuis 10 ans, de plus en plus de Français, et on le voit dans les chiffres, c'est-à-dire que sur le volume de logements vendus en France, le volume lié à l'investissement locatif est en constante augmentation, pour toucher quasiment 30% sur l'année 2021. 30% du volume de logements vendus en France. La question, c'est pourquoi les Français veulent investir à ce point-là dans l'immobilier. Donc,
on le comprend, c'est qu'il y a peut-être une inquiétude liée à l'incertitude économique. On épargne, on se dit mais quel va être mon futur ? Il y a quand même une vraie inquiétude, je pense, de la part des Français au niveau économique, et je me mets dedans. On ne sait pas vraiment où va le pays. Bon, encore une fois, c'est un autre débat. Mais on voit qu'on a de plus en plus de Français qui investissent dans le locatif. Et du coup, le pendant de ça, c'est qu'on le voit, nous, dans les différentes villes de France, les logements proposés à la location sont de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il faut toujours être mieux-disant. Donc ça pousse les bailleurs à se remettre en question. Surtout avec le calendrier contraint de la rénovation énergétique. Là, il n'y aura plus le choix. Là, il n'y aura plus le choix. Déjà, là, en juillet, on gèle une partie des loyers pour les étiquettes G. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a 10 ans, quand je cherchais un logement en location, il y avait très peu de logements meublés et bien équipés. La plupart des logements étaient détenus en location nue, pas rénovés, etc. Aujourd'hui, si vous regardez l'état du marché dans les grandes villes, vous avez des logements qui sont rénovés, bien équipés, et qui proposent du service, en fait, finalement, aux futurs locataires. Quand c'est meublé, c'est plus cher. Hein. C'est plus cher. Ah oui. Ça a un coût. Ça c'est l'offre pour les locataires, mais les propriétaires, ils achètent plus cher aussi aujourd'hui. C'est ça ma question. Est-ce que savoir si du coup, ça va mettre un petit coup de frein à l'investissement locatif parce qu'on achète plus cher ? La question, c'est ce que je disais au tout début, c'est une question de comparatif entre les différentes classes d'actifs. Et on le disait tout à l'heure, mais si on prend un levier, si on met 15% d'apport dans un investissement de 200 000 euros, ça veut dire qu'on apporte 30 000 euros d'épargne. La banque nous prête 170 000. Si on a un rendement à 7%, ce qu'on sait totalement faire en clé en main chez Investissement Locatif, on se retrouve en fait avec le levier bancaire, donc toujours grâce au levier bancaire. Donc important de pouvoir emprunter, hein, là on l'a évoqué. On se retrouve finalement avec des rendements de l'argent investi. Ça répond pas à ma question. Si, ça va y répondre. De plus de 30%. Alors justement, mais... Comparer ça avec la bourse, plus de 30% annuel par rapport à un placement en bourse, c'est beaucoup plus risqué. Ce que vous dites, c'est... quel que soit le prix d'achat, mon montage financier m'apportera finalement toujours une plus-value. Exactement. Alors moi je rappelle quand même, ça c'est mon rôle. Un meilleur rendement. Plus-value, c'est autre chose. Plus un rendement augmente, plus un risque augmente. Hein, ça c'est une évidence. Donc il faut quand même le rappeler à tous les gens qui nous écoutent. Dernière question, je reviens sur les villes, selon vous. Où il faut, rapidement, 3 villes. 3 villes, le top 3. Alors je dirais Marseille, qui est encore sous-valorisé, même si l'augmentation a déjà commencé. Moi j'aime beaucoup Nice, parce que c'est une ville du Sud où on a un mix patrimoine-rendement. Marseille, Nice, et je dirais Lille, qui reste une ville étudiante, une capitale régionale et très intéressante. Très attractive. Voilà, on le dit à nos auditeurs. Voilà, Marseille, Nice et Lille. Merci beaucoup Manuel Ravier. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'investissement locatif.com et on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo.